Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la finance quantitative, un univers où les esprits les plus brillants développent des outils surpuissants pour trouver un avantage sur les marchés. Mais c'est aussi une histoire qui tourne autour d'un paradoxe. Que se passe-t-il quand cet avantage devient si populaire qu'il finit par s'autodétruire ? Et voilà, c'est vraiment la question centrale. Quand tous les génies convergent vers la même idée, ça ne crée pas juste de la compétition. Ça crée un risque qu'on ne voit pas mais qui est énorme pour tout le système. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la foule. Et on va voir exactement comment ça se passe. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre le défi de base. Les marchés financiers, franchement, c'est un peu le chaos. C'est un océan de bruit. Et le Kant, son boulot, c'est d'essayer d'y mettre un peu d'ordre. C'est un peu comme un cartographe qui cherche des motifs, des petits signaux faibles au milieu de tout ce vacarme. Alors, attention, la finance quantitative, ce n'est pas de la magie, Ce n'est pas une boule de cristal. Le but, ce n'est pas de prédire le futur avec certitude. Ça, c'est impossible. Non. Le but, en fait, c'est de dompter l'incertitude, de la mesurer, de la quantifier, pour pouvoir allouer le capital et gérer le risque de la manière la plus intelligente possible. Tout est une question de probabilité. Bon, alors, concrètement, quels sont les outils qu'on a développés pour essayer de maîtriser ce chaos ? Allez, on ouvre la boîte à outils du Kant. Ça, c'est une observation de base, mais elle est fondamentale. La volatilité n'est pas constante, pas du tout. Elle arrive par vagues. On a des périodes de grande agitation qui sont suivies par d'autres périodes d'agitation. Et les périodes de calme, elles amènent plus de calme. C'est ce qu'on appelle le clustering de volatilité, ou le regroupement de la volatilité. Et pour mettre ce phénomène en équation, les Kant ont créé un outil génial, le modèle Garch. C'est vraiment un pilier du domaine. L'idée, c'est que plutôt que de dire « le risque de demain, c'est la moyenne du risque passé », Garch, lui, il comprend que les chocs, ils laissent des traces. Ils ont une mémoire. En gros, l'agitation d'aujourd'hui a un impact direct sur celle de demain. Et ça a complètement changé la donne pour la précision des prévisions de risque. Seulement voilà, des modèles comme Garch, ça ne suffit pas toujours. Quand les choses deviennent vraiment complexes, il n'y a pas une seule bonne réponse. Et c'est là que la simulation de Monte-Carlo entre en jeu. Imaginez un peu, c'est comme si on lançait des dés des millions de fois pour dessiner toutes les trajectoires possibles d'un portefeuille. Ça permet de voir non seulement le scénario le plus probable, mais aussi, et ça c'est absolument crucial, les pires scénarios possibles, ceux qui se cachent dans les extrêmes. Le problème, c'est qu'avec des outils aussi puissants, un nouveau piège fait son apparition. C'est le risque de créer un modèle qui colle parfaitement, mais au passé. C'est le fameux piège de l'overfitting ou du surajustement. Cette citation, elle résume parfaitement le problème là. Quand on optimise une stratégie sur des données historiques, on ne découvre pas une loi fondamentale de l'économie. Non. On apprend juste à tirer parti des anomalies, du bruit, des hasards de cette période-là, et rien d'autre. C'est comme apprendre par cœur les réponses d'un vieil examen. Ça ne prépare absolument pas pour le nouveau sujet qui va tomber. Alors, pour éviter de tomber dans ce panneau, il faut une discipline beaucoup plus stricte. C'est là qu'intervient l'analyse dite walk forward. La différence fondamentale avec un backtest classique, c'est que cette méthode sépare de manière très rigoureuse le passé et le futur. Elle fait comme dans la vraie vie, on s'entraîne sur les données qu'on connaît et ensuite on teste la stratégie sur des données qu'elle n'a jamais vues. Concrètement, voilà comment ça marche. On utilise une sorte de fenêtre glissante. On va prendre les données des années 1 et 2 pour optimiser le modèle, puis on le teste sur le trimestre d'après. Ensuite, on décale la fenêtre, on inclut ce nouveau trimestre, on réoptimise tout et on teste à nouveau sur le trimestre suivant. Au final, la performance qu'on obtient, elle est construite uniquement à partir de ces périodes de test hors échantillon, ce qui donne une idée bien plus réaliste de la solidité de la stratégie. Et puis, bien sûr, l'IA et le machine learning sont arrivés sur le devant de la scène, une promesse de puissance d'analyse jamais vue. C'est le nouveau grand bond en avant. Et l'impact, il est tout simplement énorme. Aujourd'hui, on estime que près de 40% des opérations dans les fonds quantitatifs sont pilotées par l'IA. Ce n'est tout du tout un gadget expérimental pour quelques initiés. C'est devenu la norme. C'est l'arme que tout le monde se doit d'avoir pour espérer rester dans la course. Et là, on revient pile à notre question du départ. Parce que si tout le monde se met à utiliser les mêmes outils d'IA sur les mêmes données publiques, ils finissent par arriver aux mêmes conclusions. C'est ça le crowding, l'effet de foule. Le souci, ce n'est pas juste que l'avantage s'évapore. Le vrai problème, c'est que tout le monde se retrouve embarqué sur le même bateau. Et si ce bateau commence à prendre l'eau, il n'y a plus aucune issue de secours pour personne. Et attention, ça n'a rien de théorique. Il suffit de regarder ce graphique. Le facteur alpha 158, c'est un signal de trading assez connu, public. En 2021, son pouvoir de prédiction, ce qu'on mesure avec le coefficient d'information, il était faible, d'accord ? Mais il était positif. 3 ans plus tard, en 2024, il est tombé à quasiment zéro. La raison, c'est simple. Trop de monde s'est rué dessus. Trop de capitaux l'ont exploité et l'avantage s'est tout simplement évaporé. C'est la dégradation de l'alpha en direct.
Et c'est là que le risque, qui semblait théorique, devient une réalité, et une réalité brutale. Qu'est-ce qui arrive quand toutes ces stratégies, surpeuplées, se prennent un choc inattendu en pleine face? C'est une véritable collision en chaîne. Le Quant Meltdown d'août 2007, c'est vraiment le cas d'école parfait. Pour la faire courte, un gros fonds a été obligé de liquider ses positions en urgence. Forcément, ça a fait chuter les prix. Et cette baisse a déclenché des appels de marge chez d'autres fonds, qui détenaient exactement les mêmes positions. Ils ont donc été forcés de vendre eux aussi. Et là, une spirale infernale s'est mise en place. Ça a prouvé que même des stratégies qui, sur le papier, n'ont rien à voir les unes avec les autres, peuvent s'effondrer en même temps si elles partagent les mêmes actifs sous-jacents. Ce risque, aujourd'hui, le marché lui a mis un prix. Si on veut oser parier contre une action qui est massivement vendue à découvert, c'est-à-dire une position crowded typique, eh bien, il faut une compensation. Le risque de se prendre un short squeeze, une hausse violente qui force tous les vendeurs à racheter en panique, ce risque est tellement énorme que les investisseurs exigent une prime de rendement de 15% par an. C'est littéralement le prix du danger. Et on en revient au cœur du paradoxe. C'est le succès même d'une stratégie qui plante les graines de sa propre destruction. C'est un cycle qui n'en finit pas. Découverte, exploitation et puis érosion. Alors, pour conclure, penchons-nous sur ce cycle et sur ce que l'avenir réserve à l'industrie quantitative. La question, c'est comment survivre dans un monde où chaque avantage qu'on trouve est condamné à disparaître? Alors, la recette pour survivre, ce n'est pas un algorithme secret, c'est une discipline de fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire valider ses idées avec une rigueur absolue, comme avec l'analyse walk forward. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, donc diversifier les types de signaux. Traiter l'IA comme un excellent assistant, un copilote, mais pas comme le pilote autonome. Surveiller en permanence cette fameuse dégradation de l'alpha. Et surtout, le plus dur, se battre pour trouver des données ou des angles d'analyse qui sont vraiment uniques, propriétaires. Le message final, il est donc assez clair. La technologie en elle-même, elle est devenue accessible à tous, c'est une commodité. L'avantage, le vrai, il n'est plus dans l'outil, mais dans la façon de s'en servir. C'est la rigueur, la créativité et cette quête d'une perspective que personne d'autre n'a qui feront toute la différence. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. En finance, si tout le monde connaît le secret, est-ce que c'est encore un secret? Dans ce monde où l'information et la puissance de calcul sont partout, la chasse à l'avantage est sans doute plus difficile que jamais. Mais bon, c'est aussi ce qui continue de pousser toute l'innovation financière vers l'avant.